Économie, le MAC sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. À la une aujourd'hui, la BCE qui passe à l'acte. Mario Draghi concrétise les attentes des marchés. 60 milliards d'euros en rachat d'actifs vont être injectés chaque mois par la Banque Centrale Européenne sur 18 mois pour tenter d'éviter la déflation. Quelles implications pour l'Europe, pour le monde aussi? Est-ce suffisant pour éviter la déflation? Ben Amoyal sera avec nous. Avant cela, le point également sur le Forum économique mondial qui se déroule comme chaque année à Davos. L'essentiel de ce qu'il fallait retenir de la journée d'hier. Gros plan notamment sur la Russie et l'Ukraine. Et puis 35 000 km dans les airs avec l'énergie solaire pour seule ressource. Expérience inédite en fin d'édition, celle de l'avion Solar Impulse 2e génération. Lourd comme à peine 2 voitures, il s'apprête à relever le défi d'un tour du monde. Images et impressions tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le tour du monde rapide avant cela de l'essentiel de l'actu économique. D'abord le pétrole et le coût de la chute des cours pour les pays du Golfe. 300 milliards de dollars de manque à gagner pour eux cette année d'après le FMI. Arabie Saoudite, Qatar, les Émirats, Oman, Bahreïn et le Koweït, la valeur de leurs exportations pétrolières s'effondre. Et pour réduire l'impact sur l'activité, ces États devront puiser dans les réserves de devises accumulées à l'époque où le baril dépassait les 100 dollars contre moins de 50 aujourd'hui. Un impact qui se fera surtout ressentir sur le déficit budgétaire qui pourrait dépasser les 10% du PIB pour l'Arabie contre un excédent de 1% l'an dernier. Dans ces pays, l'impact des bas prix du pétrole sur l'activité économique globale et la croissance sera bien moindre que l'impact sur leur budget ou sur leur balance des paiements. Ils absorbent cet impact en utilisant leurs réserves. Au Moyen-Orient et Afrique du Nord, nous pensons que les pays exportateurs de pétrole auront une croissance d'environ 3% cette année, contre 2,7% en 2014. C'est un point de moins que ce que nous avions prévu en octobre. Autre pays directement affecté par les prix du baril, le Venezuela, première réserve mondiale de pétrole, et son président Nicolas Maduro qui a annoncé hier, vous le voyez devant le Parlement, qu'il modifiait le très complexe système de change en vigueur, un système à 3 niveaux allant de 6,3 bolivars pour $1 pour l'importation de nourriture et de médicaments jusqu'à 50 bolivars pour $1 pour les achats privés de billets verts. L'objectif est notamment de juguler l'inflation, 64% l'an dernier pour un pays qui importe tout ou presque. Inflation aggravée évidemment par la faiblesse du baril. Le système de change vise à protéger notre économie et notre société. Le pétrole ne reviendra pas à 100 $ le baril, donc nous avons besoin de produire, de nous affranchir des importations, de générer de nouvelles sources de revenus pour le pays. Un détour en bref par la Corée du Sud où la Banque centrale dit garder un œil attentif sur les fluctuations des marchés financiers avec la baisse des taux au Canada, en Suisse ou au Danemark. Les divergences de politique monétaire à travers le monde sont pour Séoul facteurs de volatilité. La volatilité ne nous a pas encore beaucoup touchés, mais nous gardons un œil attentif sur les marchés, et en particulier la décision de la Banque centrale européenne. Bien que notre prévision de croissance a été ramenée à 3,4%, cela ne signifie pas que nous sommes pessimistes pour notre économie. Voilà, et la Banque centrale sud-coréenne qui estime que la baisse de son taux directeur il y a 3 mois prendra du temps avant d'influer sur la reprise. Et puis en Israël, c'est chose faite. Les députés réunis hier en séance exceptionnelle à la Knesset ont voté la revalorisation du salaire minimum, 5 000 shekels par mois, 1 270 $, mais à partir seulement de juillet 2017. L'ensemble de la procédure a été bouclée en seulement quelques heures. Par ailleurs, sachez que d'après la CIA, le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat s'élevait en 2013 à 36 200 $ pour Israël, 35 700 $ à titre de comparaison en France. Et avant la BCE, direction Davos, 2e jour du Forum économique mondial. Et on peut dire que les dossiers ne manquent pas cette année. Croissance mondiale, inégalité, insécurité ou crise du pétrole. On en oublierait presque le conflit russo-ukrainien. Une crise qui semble ne faire que des perdants. Et au cœur des enjeux, l'alimentation en énergie pour Kiev et la menace d'une récession pour Moscou. Anthony Less nous résume les temps forts de la journée d'hier. Petro Poroshenko, pressé d'écourter son voyage à Davos. L'intensification des combats à Donetsk et au nord de Louhansk ont poussé le Premier ministre ukrainien à revenir au plus vite sur Kiev. Avant de partir, il a rencontré plusieurs personnalités, dont le Premier ministre chinois. En conférence de presse, c'est l'indépendance énergétique de l'Ukraine qu'il a défendue, notamment vis-à-vis de Moscou.
Je suis absolument sûr que dans 2 ans, nous serons absolument indépendants de la Russie pour l'énergie. Nous avons un nouveau moyen de recevoir du gaz européen. Nous aurons la technologie pour le gaz de schiste dans notre pays. De Davos, Porochenko a accusé Moscou d'avoir envoyé 9000 soldats russes dans l'est de l'Ukraine. Accusation aussitôt démentie par le Kremlin. Si les tensions sont vives entre les deux pays, Kiev peut compter sur de nombreux soutiens, notamment celui du FMI. Je viens de recevoir une demande du président Porochenko en présence de son ministre des Finances et de son gouverneur de la Banque centrale pour un mécanisme élargi de crédit. J'aimerais dire que les autorités ukrainiennes ont démontré une réelle détermination à mener à long terme d'importantes réformes structurelles. Réformes qui s'ajoutent à un ajustement de leur politique budgétaire afin de s'assurer que l'économie ukrainienne est en mesure de trouver un équilibre. Côté russe, on cherche aussi à rassurer les investisseurs en dépit des sanctions. Reste qu'en un an, le rouble a perdu la moitié de sa valeur face au dollar. S'ajoute aux difficultés monétaires l'effondrement du prix du pétrole et du gaz, dont la Russie extrait l'essentiel de ses richesses. Notre situation macroéconomique est double. Le bon côté est que nous avons un très faible taux de chômage aujourd'hui par rapport au reste du monde, environ 5%. Une très faible dette publique, encore légèrement au-dessus de 10% par rapport aux normes internationales, ce qui est très faible. Il y a quelques années, nous avons accumulé quelques réserves pour faire face aux difficultés. Le Kremlin a décidé de prendre les devants. Le gouvernement russe prépare en effet un plan de soutien à l'économie évalué à 18 milliards d'euros. Soutien des petites et moyennes entreprises, aide au secteur agricole et de transformation, renforcement des exportations, autant de mesures pour sortir la Russie du marasme et retrouver une position économique forte sur la scène internationale. Voilà, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, affirmait tout à l'heure depuis Berlin que les sanctions ne mènent qu'à l'impasse. Il appelle un dialogue avec l'Occident autour des intérêts communs. On en vient à présent à l'information économique principale du jour. Tous les regards, vous voyez, étaient tournés vers Francfort avec la BCE, bien sûr, qui lance officiellement le fameux quantitative easing, la planche à billets, pour faire simple, un programme de rachat d'actifs à hauteur de 60 milliards d'euros par mois, 1100 milliards d'euros au total. C'est au-delà des prévisions. Entre mars 2015 et septembre 2016, et le taux directeur reste par ailleurs inchangé à 0,05%. Et il s'agit évidemment d'empêcher une déflation dans la zone euro pour stimuler aussi la reprise. Ben Amoyal, bienvenue à vous. Vous êtes avec nous, gérant de portefeuille pour Premia Capital. D'abord, votre avis, c'était attendu, cette décision de la BCE. Est-ce que ce sera suffisant, d'après vous, par rapport aux objectifs, l'inflation et la croissance aussi? Alors, ce qui était attendu, c'était 600 milliards, pas 1,1 trilliard. Ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que ça va suffire pour répondre à votre question? Je pense pas. Je pense qu'il va falloir aller un peu plus au-delà. Il va falloir encore baisser les taux. Parce que c'est quand même un des derniers va-tout de la BCE. Il y a eu les taux pendant très longtemps très bas. Là, c'est la dernière carte. Exactement. C'est peut-être la dernière carte, mais il y a une façon de jouer la carte. C'est-à-dire que là, on va s'attaquer à de la dette souveraine, on va s'attaquer à de la dette peut-être privée. On pourra peut-être aller au-delà. Et ça, c'est chaque banque de chaque pays, chaque banque de... Justement, on veut comprendre un petit peu les mécanismes. Cet assouplissement monétaire, ce sera concrètement des rachats de dettes publiques, des obligations d'État et aussi privées. Exact. Ouais. Et après, donc, c'est aux banques de décider où l'argent va se déverser. Donc, combien de temps ça peut prendre avant que ça descende dans l'économie réelle, finalement? Alors tout va dépendre des acteurs. Ça veut dire la façon dont ils vont mettre le pouce, la façon dont ils vont prendre les choses à cœur. Tout ça, ça va vraiment dépendre des acteurs qui sont vraiment dedans, quoi. Ouais, on l'a vu d'ailleurs au Japon, aux États-Unis, ça prend du temps parfois. Est-ce qu'on peut d'ailleurs dresser, d'après vous, un comparatif entre ce qui s'est passé au niveau de la Fed, 85 milliards de dollars pendant plusieurs mois d'injections, au Japon aussi, et puis la situation de l'Europe? C'est exactement pareil, sauf que nous, on l'a fait avec un an et demi de retard. Un cycle de retard pour exactement. Ouais. Pour vous, clairement, l'objectif primordial pour Mario Draghi aujourd'hui, c'est la lutte contre la déflation, la reprise, la dette aussi peut-être? Clairement, c'est la lutte contre la déflation. C'est le seul mandat, si vous lisez le mandat de la BCE, son seul mandat, c'est l'inflation, c'est gérer l'inflation. Ouais. Là, on a une inflation qui est complètement à la ramasse. C'est dangereux pour une économie qui n'est pas d'inflation, donc ils sont obligés d'y aller, quoi. Et là, voilà. La menace était réelle pour l'Europe. Ah, évidemment, bien sûr, la menace d'une inflation trop basse est réelle. Ouais. Et qui, d'après vous, va d'abord en profiter de ce quantitative easing? Est-ce que ce sont d'abord les pays les plus endettés, la Grèce, le Portugal, même la France, plus que l'Allemagne, qui a tout fait d'ailleurs pour éviter... Je pense qu'ils vont y aller crescendo par ordre de seniorité, c'est-à-dire que d'abord on va aller vers les pays les plus sécurisés,
voir un peu ce que ça fait. Si ça marche pas, on va descendre vers les pays un peu moins sécurisés. Après, on va aller vers la dette privée. D'abord acheter de la dette allemande, de la dette française aussi. Allemande, Portugal, Espagne, un peu tout. Et après, voir un peu là, il y a un peu le haut là avec ce qui se passe en Grèce. On va attendre de voir ce qui va se passer en Grèce. Mais pour l'instant, je pense qu'on va plus aller vers des pays d'Europe, on va dire. Et vous comprenez les réticences de l'Allemagne par rapport à ce plan? Ça a pris du temps, ça a coûté cher peut-être aussi finalement à la relance européenne. Je peux comprendre parce que vous avez une situation en Allemagne qui est beaucoup plus saine que dans le reste de l'Europe. Et là, vous leur demandez en fait de s'endetter alors qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Donc évidemment, oui, on peut comprendre, mais il faut jouer le jeu. Autrement, l'Europe... Alors Ben Amoyal, forcément, l'euro a immédiatement chuté, on l'a vu suite à l'annonce de Mario Draghi. Est-ce que c'est aussi l'un des buts peut-être de la manœuvre? Non, je ne pense pas que ce soit le but de la manœuvre. Si vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé sur l'euro-dollar ces dernières semaines, c'est qu'en fait on est passé de façon très violente de 1,25, 1,30 à 1,16, 1,17. Et là, petite cassure sur des 1,15, on est allé jusqu'à 1,14,50. Donc c'était pas l'objectif, si vous voulez, c'est la conséquence. Quand vous mettez plus d'euros sur le marché, c'est normal que le prix de l'euro baisse. Donc, et puis l'euro-dollar qui se renforce aussi. Oui, vous pensez que pas à pas on se rapproche à une sorte de parité euro-dollar? Finalement, ce serait normal au vu de la croissance américaine. Ce serait normal, mais je ne pense pas qu'on va y aller tout de suite. Ce que je vois, ce qui est en train de se passer, c'est que malgré la forte intervention de Mario Draghi aujourd'hui de 1,5 trilliard, donc ce qu'on disait, on n'a pas été vers les 1,12, 1,10, les niveaux auxquels on aurait pu penser. Il y a encore un peu de marge et on ne va pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup Ben Amoyal pour ces éclairages. Allez, toute autre chose, l'industrie aéronautique est-elle à l'aube d'un nouveau départ? C'est en tout cas ce que veut faire croire le projet Solar Impulse. 4 moteurs pour cet avion hors du commun, alimenté uniquement par des panneaux solaires. Son défi, un tour du monde en 12 étapes, 35 000 km au départ d'Abu Dhabi. Alors est-ce un vrai pas vers une adoption dans le civil? On n'en est pas encore là, mais les avancées sont prometteuses. Image commentée par Jonas Citruc. Faire le tour du monde sans utiliser une seule goutte de carburant. Un projet aujourd'hui réalisable grâce à l'avion Solar Impulse. Son secret, il est équipé de panneaux solaires fournissant de l'énergie à 4 moteurs électriques. Certaines parties en plastique ont remplacé le métal dans plusieurs pièces utilisées au niveau des ailes par exemple. Nous avons développé des solutions spécifiques pour protéger les cellules solaires avec un film très très mince qui peut supporter des températures extrêmes. Avec ses 2,5 tonnes pour 22 mètres de long, l'appareil est construit à 80% en fibre de carbone. Son cockpit a été conçu pour accueillir un seul pilote. Il ne comprend ni air conditionné ni chauffage. Pour obtenir cette dernière version du Solar Impulse, les 2 fondateurs, suisses, ont fait appel à 80 ingénieurs qui ont travaillé pendant 4 ans. Ils ont également bénéficié de l'aide de Masdar. Il s'agit d'une société émiratie chargée d'investir et de promouvoir l'industrie des énergies renouvelables. Objectif, économiser les ressources naturelles et limiter les émissions de CO2. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui on puisse faire voler tous les avions commerciaux avec de l'énergie solaire. Par contre, je suis intimement convaincu que le monde peut fonctionner beaucoup mieux et même diviser par 2 sa consommation énergétique avec les mêmes technologies que celles que nous utilisons dans Solar Impulse. Le décollage de Solar Impulse est prévu fin février d'Abu Dhabi. Un voyage écolo de 35 000 km qui devrait durer environ 5 mois. En tout, 12 étapes sont au programme, dont l'Inde, la Chine et New York. Voilà, joli défi. On passe tout de suite au Media Watch. On revient pour cette revue de presse sur Davos avec vous, Jonas Citruc. Bonjour. Bonjour David. Vous avez trouvé quelques chiffres insolites. Oui, des chiffres insolites qui sont parfois même polémiques. Il y a par exemple 1700, alors ce n'est pas le nombre de participants, mais le nombre de jets privés qui devraient survoler Davos pendant l'événement. C'est plutôt ironique puisqu'on sait que les dirigeants vont beaucoup parler du réchauffement climatique. Il y a aussi un autre chiffre étonnant, c'est 19 000. C'est le prix en dollars du ticket d'entrée pour Davos, sachant qu'en plus, il faut payer une cotisation annuelle à la fondation de 52 000 $, mais c'est uniquement si vous êtes seul, parce que si vous voulez venir accompagner David, la cotisation annuelle, eh bien, elle passe à 263 000 $, et pour amener un groupe de personnes, c'est maximum 5, c'est 527 000 $. Alors, troisième chiffre surprenant, c'est 17, c'est en pourcentage le nombre de femmes qui sont présentes pendant les 4 jours de discussion. Il s'agit d'un record, un record qui avait déjà été établi l'année 2013, et puis on termine avec un dernier
dernier chiffre étonnant, c'est 96. C'est le nombre de Français présents à Davos cette année. Là, pour le coup, c'est une augmentation. C'est 30% de plus qu'en 2014. Alors, il y aura évidemment François Hollande, le président de la République, tout comme le ministre du Travail, le ministre des Affaires étrangères, mais aussi la ministre de l'écologie. Voilà, François Hollande qui sera demain à Davos. Davos qui fait le plein de finances, Johanna. Et puis, Johanna, une carte qui met en évidence bien les écarts de coût de la vie à travers le monde. Oui, il s'agit d'une carte réalisée par MoveUp et publiée par le site du Huffington Post. Et comme vous devez pouvoir le voir à l'écran, plus la couleur tend vers le marron et plus la vie coûte cher, alors que plus elle tend vers le vert et moins la vie coûte cher, donc plus elle est bon marché. Pour réaliser cette infographie, plusieurs variables ont été prises en compte, notamment les prix des biens de consommation courante, ce qui a permis de mettre au point un indice dont le numéro est 100 et c'est la référence, ça représente le coût de la vie à New York. Donc au-dessus de 100, la vie coûte plus cher qu'à New York, en dessous de 100, la vie coûte moins cher qu'à New York. L'indice le plus élevé, c'est la Suisse. Voilà, en tout cas New York au centre du monde, on a bien compris la référence. Merci voilà. Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.